juste avant l'exposition. Ça n'a pas pris très longtemps, la grippe asiatique. Elle n'a pas été à la mode très longtemps parce que vous voyez que pendant 10 ans, ce virus a atténué, a traîné, a fait des grippes saisonnières. Et puis, à l'époque où les pavés volaient bas à Paris, en 1968, on s'est tapé une autre grippe. Ce virus-là s'est mélangé avec un autre virus de volatile et ça a fait la grippe de Hong Kong. Petite nuance en 77 qu'on va oublier. Et depuis donc 1968-77, nous traînons avec du H3N2, c'est le doux nom de la grippe de Hong Kong, et du H1N1 qui avait disparu pendant 25 ans à peu près et qui a réapparu vers 1977. Et ça, ce sont les virus qui se trouvent dans le vaccin de la grippe saisonnière que vous avez reçu. Et ça, c'est le décours des choses dont vous en parle. Une pandémie qui fait du dégât. Le virus s'acclimate à la population, fait des petites épidémies chaque année, et pend, un certain nombre de décennies après, apparaît une nouvelle pandémie, et très souvent le vieux virus disparaît, laisse sa place. C'est ce qui est en train de se passer pour l'instant. Il y a un des vieux virus qui est en train de disparaître, sa place est reprise par le nouveau H1N1. Est-ce que ça fait de la casse? Oui, ça fait de la casse. 25% des gens dans le monde ont été malades en 1918, ce qui a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale. On ne sait pas si c'est 20 millions, 30 millions, 40 millions, c'est vraiment la grosse louche, et ça fait énormément de dégâts. Ça a fait effectivement des dégâts, surtout chez les gens jeunes. Et donc ça a des points communs avec ce qui se passe maintenant. Rassurez-vous, on n'est pas du tout parti pour une grippe espagnole, mais on est parti pour un type de population touchée comme à l'époque de la grippe espagnole. Heureusement, ce virus est moins méchant, moins virulent, comme on dit, que celui de la grippe espagnole. En 57, Pécadille, va-t-on dire, 2 millions de morts, si on peut se permettre l'expression, par rapport à 20 à 40 millions de morts. Et là, c'est les mêmes personnes à risque, les personnes âgées, les personnes malades qui ont payé un tribut. Et en 68, c'était beaucoup moins. On revient sur notre exemple ici. Est-ce que la grippe porcine existait? On va parler de grippe porcine au départ. Mais la grippe porcine existe partout. En Belgique, plus de la moitié de nos porcs ont de la grippe. Pas celle qu'on a pour l'instant. Ils ont de la grippe qui, comme vous le voyez, porte à peu près le même nom, H1N1, H3N2, que la grippe que nous connaissons. Et ces porcs ont une grippe qui ne nous contamine pas. Ce sont des H3N2, H1N1 différents du nôtre, qui donnent quoi, mais qui ne donnent rien du tout. Le porc a le snot-neuse, mais avec ça, le porc n'est pas malade. Le porc ne meurt pas. Et comme le porc ne mourait pas, il n'y a personne qui avait rendu obligatoire l'étude ou la déclaration de ces maladies. Vous vous souvenez pour la grippe aviaire, lorsqu'on a 1 million de poulets en batterie et vous en perdez 950 000, bonjour les dégâts économiques. Donc, il a été très vite décidé que la grippe aviaire était la déclaration obligatoire, en dehors du risque de transmission. La grippe porcine n'avait pas intéressé grand monde jusqu'à présent. Et les cas humains, c'était en 30, 40 ans, 74 par le monde, donc vraiment très peu de choses. Et si on prend un endroit où la chose est née, c'est ici, les États-Unis, et bien de 2004 à 2008, ils avaient eu 12 cas de cette grippe porcine. Tous des gens jeunes qui travaillaient avec les porcs et qui avaient été malades, pas trop malades, et qui avaient tous survécu. Et partant de là, on commence notre histoire d'aujourd'hui, qui est devenue et d'où vient ce H1N1, nouveau variant, c'est le petit v, de 2009. Eh bien, on n'en sait fiche rien. On a pu voir sa carte d'identité, on a pu faire ses radiographies, si on peut dire, mais on ne sait toujours pas exactement où il est né. Tout ce qu'on sait, c'est les morceaux qu'il y a dedans, et où sont-ils venus, c'est une autre paire de manches. Et on l'a diagnostiqué, si vous vous souvenez, parce que le Mexique, au mois de mars, a trouvé que sa période de grippe traînait trop. C'était pas normal d'avoir autant de cas au mois de mars au Mexique, et surtout d'avoir autant de gens hospitalisés et gravement malades. Ils ont envoyé des prélèvements, ils ont été testés aux États-Unis et au Canada. En même temps, les Américains testaient des virus qu'ils avaient trouvés chez des gens en Californie et se sont rendus compte que c'était le même virus au Mexique et en Californie. Et donc, on avait déjà la puce à l'oreille, il se passait quelque chose sur un vaste territoire. Voilà la photo du coupable, la petite boule avec des épines dessus, comme vous voyez. C'est le H1N1, mais vous voyez une photo d'un autre virus de la grippe, c'est exactement la même chose, bien sûr. Et ce virus, en 2 mots simplement pour les médecins dans la salle, et c'est intéressant pour tout le monde, il est composé d'une myriade de choses. Une myriade de choses parce que c'est un virus au départ du porc, dans lequel on retrouve des morceaux de virus de l'oiseau aviaire. C'est le petit segment mauve que vous voyez là, les 2 segments. Vous trouvez un petit bout de segment du virus humain H3N2, celui qui nous donne nos grippes chaque année. Et vous trouvez des morceaux de fragments du virus du porc américain. Et dans ce machin-là est venu se greffer, on ne sait pas du tout comment, des fragments du virus du porc eurasien. Et donc personne ne sait si ce mélange s'est fait chez le porc, chez l'oiseau, sur quel continent et comment. Mais le fait est qu'on arrive à ceci, qui est le H1N1 nouveau variant. Alors, cet assortiment est mystérieux, on ne saura probablement jamais, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ça vous montre comment, effectivement, petit à petit, cet ennemi s'est construit, tout à fait sans qu'on s'en rende compte, et a commencé à s'exprimer au Mexique et en Californie. On a cherché chez le porc. Aucun porc n'était infecté à cette époque au Mexique et en Californie. Donc le porc ne l'a pas passé à l'homme.
On ne sait pas où il est né. On pense d'ailleurs que c'est pas chez le porc, finalement, que c'est né, probablement dans d'autres circonstances. Ce virus, rassurons-nous, pour l'instant, il est très stable. Il n'est pas en train de muter, de devenir plus virulent ou quoi que ce soit. Tous ceux testés de par le monde sont très stables, et donc on a le même ennemi en face de nous. Il n'est pas en train déjà d'essayer de nous échapper d'une certaine manière. Et ça, je l'ai fait exprès. C'est le 12 mai, c'est vieux le 12 mai, vous verrez mieux, les plus récents tout de suite. Le 12 mai, on se permettait encore de dire Panama 16 points, je veux dire, comme dans l'Eurovision. Hein? Costa Rica 4 points, non, 8 points. Non, on avait 5200 cas de par le monde. On commençait à les compter comme ça, comme des aiguilles. Mais vous voyez que la carte actuelle, elle est là. Le 21 octobre. C'est la carte, à force de parler, j'ai difficile. C'est la carte des décès de par le monde. C'est la carte des décès par le monde, et vous voyez les boules en fonction de la taille, et vous vous rendez compte que la plupart des pays, à part pour les États-Unis, sont sur l'hémisphère sud. Pourquoi? Parce que l'hémisphère sud, au mois de juin, juillet, août, il est en hiver, et que la grippe, c'est plutôt en hiver. Et donc, eux ont payé le tribut avant nous, et que le tribut, maintenant, on verra ce que nous payerons nous. Alors, où est-ce qu'on en est pour l'instant en Europe? Au 22 octobre, donc c'était hier. Vous voyez que le plus de décès a eu lieu en Grande-Bretagne, suivi de l'Espagne et de la France, et que les autres pays ont peu de décès. Nous avions déjà à ce moment-là nos 5 décès actuels. Ça s'est dépassé. À vrai dire, on est maintenant à 399 000, à plus de 400 000 cas officiels. Et on pense qu'il y en a effectivement entre 2 et 10 fois plus, parce qu'il y a toute une partie des cas qui ne sont pas déclarés. Et on est maintenant à 4 750 morts officiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait le calcul un peu bête, comme ça de 4 000 sur 400 000, vous êtes facilement arrivé à 1% de mortalité. Il n'y a pas 1% de mortalité, heureusement. 1, 2, 3%, c'était la grippe espagnole. On est ici à 10, entre 10 et 100 fois moins. Pourquoi? Parce que le nombre de cas qui ne sont pas des grosses grippes, qui ne sont pas déclarés par les États, qui n'ont plus d'obligation de les déclarer, il est beaucoup plus important que les 400 000 cas en question. Donc on n'a pas 1% de mortalité comme les chiffres peuvent laisser penser, on est quelque part entre 1 pour 1000 et 1,5 pour 1000 de mortalité. Et qu'est-ce qu'ils ont ces gens? Ils ont la grippe, ils toussent, ils ont la fièvre et ils ont la diarrhée. Une caractéristique, 25 à 40% la diarrhée, ce qui est tout à fait anormal pour une grippe classique. Et quel âge ils sont ces gens? Et ça c'est totalement différent de la grippe classique. Les gens qui sont, comme vous le voyez, dans la statistique américaine, et on est en train de répéter la même chose, et même encore plus caricatural en Belgique pour l'instant, de 10 à 18 ans, 40% des grippés avaient de 10 à 18 ans. De 19 à 50 ans, 35%. 3 quarts des grippés américains avaient entre 10 et 50 ans. Et les gens de plus de 50 ans, c'était 5%. L'inverse de l'image classique de la grippe. L'inverse de l'image de la grippe annuelle. Petit détail positif pour ceux d'entre nous ici qui ont plus de 60 ans, eh bien oui, l'âge protège, une fois que l'âge dans ce sens-là est dans le bon sens. L'âge protège pourquoi? Parce que ceux qui ont plus de 60 ans ont probablement, pour une partie d'entre eux, rencontré un virus qui est un ancêtre du virus actuel. Un virus qui était lui-même l'arrière-petit-fils de la grippe espagnole et qui était l'arrière-grand-parent de la grippe actuelle. Et qui ont fait une grippe sans savoir dans les années 40 ou 50, bon, sachant peut-être, mais ils ont gardé une mémoire pour faire les anticorps. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre simplement que dans la grippe actuelle, de par le monde partout, les gens de plus de 60 ans, c'est moins de 4% de tous les malades. Ce qui est évidemment tout à fait anormal quand on voit les plus de 60 ans, c'est plus que 4% de la population dans notre civilisation actuelle. Et c'est surtout très peu de gens qui sont gravement malades. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer de la grippe dans notre pays? Eh bien, si la grippe se déroule comme on le pense pour l'instant, avec la mortalité que l'on pense pour l'instant, on ne devrait avoir que, pour m'excuser le cynisme, entre 1000 et 1500 morts. Ça veut dire à peu près, ou un peu plus, peut-être, que la grippe annuelle. Pourquoi peut-être un peu plus? Pas parce qu'elle est plus grave, mais parce qu'on n'a pas, on va en faire plus. Plus de gens vont faire la grippe, puisque personne n'a de moyens de défense, ça ne sera pas 5 ou 10%, ce sera peut-être 10, 15, 20% des gens. Plus de gens sont malades, forcément, il y aura plus de morts au total. C'est à peu près inévitable. Et si tout va mal, et si rien ne change, on pourra atteindre éventuellement 3000 morts. La grosse différence, on va le voir ensemble, c'est que ce n'est pas les mêmes morts, si on peut dire, que les morts habituelles. Alors, on est d'accord qu'une vie est une vie, mais parfois une vie de 33 ans n'a pas exactement le même poids social, je dirais, ou affectif qu'une vie de 77 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme expérience concernant l'impact sur les hôpitaux de ce genre de problème? Et vous voyez qu'aux États-Unis, sur le mois d'avril au mois de juin, quand on prend un quart de tous les patients américains hospitalisés, ce qui nous donne une bonne idée de ce que ça peut faire dans une civilisation occidentale comme chez nous, un quart de ceux qui arrivaient à l'hôpital avec la grippe à ce moment-là étaient, un quart de ceux qui étaient, excusez-moi, ceux qui étaient hospitalisés allaient directement en soins intensifs. Donc,